Monsieur Philippe Charlez. Bonjour. Merci d'avoir accordé un peu de votre temps pour notre interview avec Street Reporters. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous. Très content d'être parmi vous aujourd'hui. Voilà, merci. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, présentation en quelques lignes. Donc, vous êtes expert énergéticien, spécialiste des ressources non conventionnelles et de la transition énergétique. Vous êtes ingénieur des mines de l'École Polytechnique et docteur en physique de l'Institut de physique de Paris. Vous débutez votre carrière dans l'industrie pétrolière où vous devenez expert en mécanique des roches, notamment, c'est cela. Vous avez aussi publié des articles dans de nombreuses revues scientifiques et également plusieurs ouvrages, dont le dernier en date, L'Utopie de la croissance verte, aux éditions Jacques-Marie Lafon. Et je crois que le 18 janvier sortira votre nouveau livre, c'est ce que vous nous avez indiqué tout à l'heure, Les 10 commandements de la transition énergétique aux éditions VA. Absolument. Voilà. Alors, on va essayer d'y voir un peu plus clair et de profiter de vos compétences aujourd'hui dans le domaine de l'énergie notamment. Et ce que je vous propose, c'est de partir de l'actualité et de balayer ensemble les différentes énergies possibles et quelques questions liées à chaque énergie que nous allons aborder ensemble afin que nous y voyions plus clair parce que nous avons tellement d'informations différentes. Et donc, on va profiter de votre éclairage sur ces sujets-là. Alors, il y a quelques jours, s'est terminée la COP27. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles conclusions peut-on tirer de cette dernière COP27? Alors, il ne faut jamais attendre beaucoup de conclusions de la part des COP, dans la mesure où ce sont des grandes messes, si j'ose dire, qui ont lieu chaque année. Alors, ça a quand même le mérite de réunir autour de la table tous les protagonistes de la transition énergétique dans le monde. Mais ils ont tous des objectifs qui peuvent paraître extrêmement différents et même divergents. Ça réunit énormément de lobbyistes de tous bords, que ce soit des lobbyistes industriels d'un côté ou des lobbyistes écologistes de l'autre. Chacun a son agenda, les agendas ne sont pas nécessairement convergents. D'autant que la COP ou les COP a une caractéristique très importante, c'est qu'en fait, les décisions ne sont pas juridiquement imposées au pays, donc ce qui sous-entend que chacun retourne chez lui avec la façon dont il appliquera, suivant ses agendas locaux, nationaux, politiques ou non politiques, les décisions ou disons les propositions qui peuvent être prises. Donc encore une fois, ça a le mérite d'exister, mais il ne faut pas en attendre des grands changements et des grandes décisions. D'ailleurs, la fameuse COP21 qui a eu lieu à Paris, si je me souviens bien, en 2015, avait débouché sur un certain nombre de décisions dont un grand nombre n'ont toujours pas été appliquées aujourd'hui. D'accord, donc c'est plus une façon d'attirer l'attention de tous les pays sur ces sujets-là liés au climat et voilà, plutôt que des mesures réelles et concrètes. Oui, ça n'est pas encore une fois juridiquement contraignant, donc ce qui veut dire que chacun appliquera de la façon dont il interprète les décisions qui ont été prises. Et d'ailleurs, il faut noter que parmi l'ensemble des pays, les Européens étaient très présents, mais il n'y avait ni le président chinois, ni le président russe, hein, on ose l'imaginer, ni le président américain, ni le Premier ministre indien, et l'ensemble doit représenter, de ces 4 pays, doit représenter à peu près 60% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Bon, donc ça veut dire qu'effectivement, il ne faut pas, comme je vous l'ai dit, en attendre monts et merveilles. Je vois très bien. Alors, on parle beaucoup de réchauffement climatique en ce moment, et je voulais revenir avec vous sur le CO2. Alors, on considère aujourd'hui que le CO2 est responsable du réchauffement climatique. Il est vu par certains comme un véritable ennemi de la planète. Est-il si néfaste que cela? Non seulement il n'est pas néfaste, mais il est absolument indispensable. S'il n'y avait pas de CO2 dans l'atmosphère, la température de la planète, elle serait d'environ moins 18 degrés. Donc l'eau n'existerait pas à l'état liquide sur la planète et la vie ne pourrait pas y exister. Il faut aussi savoir que le CO2 est en fait la nourriture des plantes. Les plantes se nourrissent d'eau et de CO2 pour synthétiser leur sucre. Donc s'il n'y avait pas de CO2, il n'y aurait pas de feuilles, il n'y aurait pas de fruits, il n'y aurait pas de légumes. Donc le CO2 est absolument indispensable à la vie et donc ça n'est absolument pas un polluant. Par contre, ce qui peut être néfaste et cause du réchauffement climatique, c'est l'excès de CO2 dans l'atmosphère, c'est-à-dire que globalement, on envoie chaque année dans l'atmosphère à peu près 35 milliards de tonnes de CO2 qui sont dues
pour l'essentiel à la combustion des énergies fossiles. Et cet excès de CO2 via un phénomène qui s'appelle l'effet de serre, qu'on ne va pas décrire ici, qui crée une augmentation de température qui peut à terme devient néfaste à cause du réchauffement climatique. Mais donc il ne faut pas voir le CO2 comme un polluant, c'est même un ingrédient absolument indispensable à la vie. Merci de ces précisions. Alors un autre gaz à effet de serre, mais bien moins connu, en tout cas on en entend beaucoup moins parler par rapport au CO2, c'est le méthane. Pourquoi on en entend si peu parler alors qu'il a un pouvoir 25 fois plus réchauffant que le CO2 aujourd'hui? Alors, je ne dirais pas qu'on n'en entend pas parler, mais effectivement, je vais dire que dans l'imaginaire collectif, le gaz à effet de serre, c'est le CO2, alors qu'il y en a d'autres. D'ailleurs, il n'y a pas que donc il y a le CO2, il y a le méthane, et il y en a d'autres comme le protoxyde d'azote. Et effectivement, le méthane est en concentration encore beaucoup moindre que le CO2 dans l'atmosphère. Il y a de très petites quantités, mais il a un effet réchauffant 25 fois celui du CO2, donc ça c'est une réalité. Alors d'où vient le méthane qui est émis dans l'atmosphère? Il a deux sources en fait. Donc l'une des sources, c'est les producteurs de gaz naturel, puisque le méthane, c'est le gaz naturel, n'est que du méthane. Et donc quand vous produisez du gaz naturel, vous pouvez avoir des petites fuites dans le transport, par exemple, du méthane, et donc des petites émissions de méthane dans l'atmosphère, mais qui représentent une petite quantité de méthane, vous la multipliez par 25, donc ça fait une quantité de CO2 équivalente qui n'est pas nécessairement négligeable. Mais les plus grosses émissions de méthane, elles proviennent essentiellement de l'agriculture, tout simplement parce que vous avez un gros producteur de méthane sur la planète, ce sont les bactéries, parce que les bactéries se nourrissent de matière organique, donc c'est-à-dire par exemple de détritus végétaux. Et ces détritus végétaux, elles s'en nourrissent et elles émettent un déchet pour elles qui est le méthane. Et donc ce qui veut dire que le pourrissement de déchets, par exemple, dans une poubelle, à cause des bactéries, va émettre du méthane. Et c'est d'ailleurs un des moyens de produire du gaz qu'on appelle le biométhane. Le biométhane n'est que du méthane qui est en fait émis grâce à des bactéries et de la matière organique. Mais alors là, le processus est contrôlé et donc émetteur de méthane. Mais donc, il faut évidemment limiter autant que possible les émissions de méthane. Donc, à la fois éviter les émissions de méthane dues au transport de gaz naturel d'un côté et de l'autre les émissions de méthane dues notamment à l'agriculture. C'est très clair. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de commencer à parler, en parlant d'énergie, de commencer à parler du gaz. Alors, est-ce que le problème lié à l'approvisionnement et à l'augmentation des prix du gaz fait suite au conflit russo-ukrainien ou a-t-il débuté bien avant? Et est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi? Alors, il a débuté bien avant. L'histoire, en fait, pour bien la comprendre, il faut faire un feedback vers les années 2014-2015. En 2014-2015, on produit trop de gaz parce que les Américains produisent énormément de gaz de schiste dont vous avez déjà entendu parler. Et donc cet afflux important de gaz et de pétrole d'ailleurs vont faire effondrer les prix. Et suite à cet effondrement des prix, les investissements dans le pétrole et dans le gaz vont s'effondrer dans les années suivantes. Alors cet effondrement des prix va d'ailleurs être également, je vais dire, accéléré par notamment les ONG anti-gaz et anti-pétrole qui vont faire pression sur les banques pour baisser ces investissements. Ça, c'est le premier point. Et donc, cette baisse d'investissement va créer une réduction de l'offre gazière entre 2015 et 2020. Et parallèlement, il y a une augmentation forte de la demande gazière qui va faire suite à l'augmentation des renouvelables. Pourquoi? Parce que les renouvelables ne peuvent pas se suffire à eux-mêmes. On veut parallèlement sortir du charbon pour fabriquer de l'électricité. Et donc le complément aux renouvelables, finalement, le plus facile à trouver, c'est le gaz. Et donc entre 2015 et 2020, on va observer d'un côté une baisse de l'offre, comme je vous l'ai expliqué, à cause de la baisse des investissements, et de l'autre un accroissement de la demande qui est dû au support donc de l'électricité et notamment de l'électricité renouvelable. Baisse de l'offre, accroissement de la demande, il n'y a pas de secret, comme dans tout marché, ça fait monter les prix et c'est ce qui est apparu à l'été 2021, donc bien avant le conflit russo-ukrainien. Alors on voyait déjà, j'avais déjà écrit de nombreux articles dès les années 2017, 2018, 2019 sur le fait qu'on risquait d'avoir un problème de rupture offre-demande gazière, mais ça a été occulté par les deux pandémies
du Covid-19, puisque durant les pandémies, il y a une baisse de la demande d'énergie, et donc on ne l'a pas tellement vu, et c'est bien apparu dès la reprise à l'été 2021. Alors évidemment, le conflit ukrainien, je dirais que c'est un peu une cerise sur le gâteau, ça n'a pas amélioré la situation, et ça a évidemment accéléré, puisque le fait de ne plus vouloir acheter de gaz ou de limiter nos importations gazières vis-à-vis de la Russie, qui est quand même le deuxième producteur mondial, évidemment, ça accélère le problème de la rupture d'offres dont je vous ai parlé. Mais donc, définitivement, le problème gazier est apparu bien avant le conflit russo-ukrainien. Le conflit russo-ukrainien n'est en fait qu'un véritable révélateur du problème, mais un problème qui était déjà largement présent bien avant. Eh bien, et merci de votre réponse sur ce sujet-là. Alors, tout à l'heure, vous me parliez des Américains. Alors, nous constatons que l'Europe souhaite remplacer du gaz russe par du gaz, notamment du gaz de schiste américain, qui est beaucoup plus cher et 3 fois plus polluant à l'extraction, sans compter derrière l'impact écologique. Est-ce vraiment raisonnable aujourd'hui au vu des marchés mondiaux ? Alors, je dirais, il ne faut pas voir que le gaz américain, donc d'abord qui est sous forme de gaz naturel liquéfié. Alors, peut-être avant de parler du gaz naturel liquéfié, il faut parler de la grosse différence qui existe entre le gaz et le pétrole. Le pétrole est un matériau qui est fongible, c'est-à-dire qui se déplace extrêmement facilement d'un point à l'autre de la planète. Vous pouvez transporter du pétrole par bateau, vous pouvez le transporter par camion, vous pouvez le transporter par train, et vous pouvez même transporter un bidon de pétrole dans le coffre de votre voiture. C'est extrêmement facile à transporter. Ce n'est pas le cas pour le gaz, notamment le gaz qui est gazeux, forcément. Vous ne pouvez pas le transporter dans le coffre de votre voiture, c'est pas possible. Pour pouvoir le transporter, il faut soit ce qu'on appelle des gazoducs, donc ce sont des gros tuyaux dans lesquels on va comprimer le gaz pour le véhiculer à l'intérieur du gazoduc. Et une fois que vous avez installé un gazoduc, ce qui est un travail énorme et de grande ampleur, vous avez un point de départ et un point d'arrivée, vous ne pouvez pas les changer. Donc c'est-à-dire que le transport est figé au territoire. Donc aujourd'hui, les 3 grands gazoducs qui arrivent de Russie ont un point de départ et un point d'arrivée. Ça part de Russie, ça arrive en Europe. Vous ne pouvez pas changer les points de départ et les points d'arrivée. Alors on a malgré tout un dérivatif par rapport à ça qui s'appelle le gaz naturel liquéfié. Donc c'est-à-dire que si vous prenez du gaz et que vous le refroidissez à peu près moins 163 degrés, c'est donc une usine de liquéfaction de gaz, c'est un espèce de gros frigo qui va refroidir le gaz. À ce moment-là, le gaz, comme le pétrole, peut commencer à être transporté de façon beaucoup plus simple, notamment par bateau. Donc ce qui veut dire que si on veut remplacer le gaz russe de façon simple, il faut le transporter par bateau, et donc pratiquement ça ne peut être que du gaz naturel liquéfié. Et donc c'est là qu'il faut comparer les volumes de gaz qui nous sont envoyés par la Russie et qui ne seraient plus envoyés si on refusait d'importer le gaz russe par rapport aux quantités de gaz naturel liquéfié produits dans le monde, parce qu'elles sont relativement faibles. La majorité du gaz n'est pas liquéfié dans le monde. Le gaz naturel liquéfié ne représente que 10% du marché mondial du gaz. Alors pour ça, il faut mettre des chiffres sur la table. Les importations de gaz russe aujourd'hui, c'est 160 milliards de mètres cubes. C'est ce qu'on importait en 2021 de Russie pour l'ensemble de l'Union européenne. On retient 160 milliards de mètres cubes. Le marché mondial du GNL, du gaz naturel liquéfié, c'est 480 milliards de mètres cubes. Aujourd'hui, c'est ce qu'on produit mondialement, dont 70% sont consommés par le sud-est asiatique et sont déjà vendus au sud-est asiatique. Donc les grands consommateurs de gaz naturel liquéfié dans le sud-est asiatique, il y a le Japon, il y a la Corée du Sud et il y a la Chine. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si on voulait remplacer le gaz russe en importation de gaz naturel liquéfié, ça veut dire qu'il faudrait rerouter un tiers, 160 c'est un tiers de 480, de l'ensemble des producteurs de gaz naturel liquéfié vers l'Europe, alors que ce gaz naturel liquéfié est déjà vendu dans le sud-est asiatique. Donc ça voudrait dire priver la moitié du gaz naturel liquéfié qui vient du sud-est asiatique, de la Chine, de la Corée et du Japon. Donc vous pouvez toujours le faire en demandant au bateau de changer de direction. Mais vous imaginez les impacts que ça pourrait avoir sur les marchés et sur les contrats.
Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est toujours ce que j'ai dit chaque fois que je suis interviewé par un média, on ne peut pas se passer du gaz russe, ou du moins le remplacer à court terme par une autre source de gaz, ni le gaz par gazoduc, parce que les gazoducs, il faut peut-être 5, 6 ans, 7 ans pour en construire un autre, ni par le gaz naturel liquéfié, parce que les volumes sont insuffisants. Oui, je vois. Alors, est-ce que vous pensez qu'en France, nous avons les moyens de regazéifier totalement nos importations en GNL? Alors, la France est plutôt un pays assez bien placé en matière de GNL, puisqu'on a 4 terminaux de regazéification en France. Donc on en a 2 sur l'Atlantique qui sont situés à Dunkerque et à Montoire en Bretagne, et 2 qui sont situés à Fos, donc pas très loin de Marseille, sur l'étang de Berre, avec un accès à la Méditerranée. Puisqu'évidemment, pour pouvoir regazéifier, une condition sine qua non, c'est d'avoir un accès à la mer, puisque le GNL est transporté uniquement par bateau. Il y a certains pays d'Europe centrale, comme la Hongrie, la République tchèque ou la Slovaquie, qui n'ont pas d'accès à la mer, ne peuvent pas regazéifier de gaz naturel liquéfié. On ne peut pas transporter du GNL très froid par gazoduc pour aller le regazéifier, par exemple, en République tchèque ou en Slovaquie. Ça n'est pas possible. Donc, ce qui veut dire que la France est plutôt bien placée, comme l'Italie et surtout l'Espagne, qui a beaucoup de terminaux de gaz naturel liquéfié. Donc, de ce côté-là, oui, la France, en important un petit peu plus de gaz naturel liquéfié, pourrait à peu près se passer du gaz russe. Il faut savoir que la France n'est pas fondamentalement un pays gazier. Le mix énergétique moyen européen, c'est 25% de gaz. La France est à 17%. Et sur ces 17%, elle importe 17% de gaz russe. Quand vous multipliez 17% par 17%, c'est à 3%. Donc la France est dépendante à 3% du gaz russe. Et se passer de 3% de gaz en faisant... C'est pas évident, hein, puisqu'on baisse notre consommation d'énergie en moyenne d'1% par an, mais passer de 1% à 3% en faisant des efforts, c'est possible. Mais c'est 3% pour l'Allemagne, c'est 16%. Donc ce qui veut dire que autant la France pourrait se passer de gaz russe, autant c'est impossible pour l'Allemagne. Se passer en un temps record de 16% de sa consommation énergétique, ça veut dire qu'on ferme ses usines et qu'on est en pleine récession économique. Donc, via de la solidarité européenne, ça veut dire que les pays européens vont devoir se passer de plus qui n'en ont besoin, je vais dire, pour satisfaire d'autres qui sont beaucoup plus dépendants. Et donc, de ce fait, il y a effectivement par rapport à la non-importation de gaz russe, ce qui n'est pas encore le cas. Nous importons beaucoup diminué notre importation de gaz russe. C'était possible en été, ça va être beaucoup plus compliqué en hiver. Alors, mais nous en importons toujours. Ne plus du tout en importer, ce sera compliqué de rester en croissance économique parce que une partie de l'industrie devra être arrêtée. Et on voit que, voilà, entre les pays de l'Union européenne, nous ne sommes pas logés tous à la même enseigne. On n'est pas logés tous à la même enseigne. Prenez par exemple un pays comme l'Espagne, n'importe pratiquement pas de gaz russe. Importe du gaz algérien et importe beaucoup de gaz naturel liquéfié, mais n'importe pas de gaz russe, pour des raisons géographiques, parce que l'Espagne est très éloignée de la Russie, et que donc quand les gazoducs russes arrivent en Espagne, pratiquement ils sont vides. Donc ça veut dire de même que le gaz qui provient d'Algérie et qui va plutôt en Italie et en Espagne parce que c'est plus près, sont pratiquement vides quand ils arrivent en France et en Allemagne. Donc ce qui veut dire que globalement, les approvisionnements sont très différents et donc les situations gazières des différents pays européens sont évidemment très différentes, ce qui évidemment ne facilite pas la solidarité puisqu'on n'est pas tous logés à la même enseigne. Eh oui. Alors, on vient de voir le gaz. Maintenant, je vous propose de faire un petit tour du côté du pétrole. Oui. Alors, certains experts prédisent que si le prix du pétrole et la consommation mondiale se maintiennent au niveau actuel, il resterait environ 150 ans de réserve. L'Agence américaine de l'énergie, elle, prévoit un pic de production globale à horizon 2030. Bon, on a certains désaccords sur ce sujet-là. Mais est-ce que nous pouvons réellement estimer quand arrivera le pic pétrolier? Alors, bon, la première chose, c'est que les 150 ans de réserve, c'est complètement fantasque. Voilà,
il est aujourd'hui estimé, les chiffres sérieux qui sont publiés à ce qu'on appelle la Stock Exchange Currency, ça veut dire les réserves qui sont certifiées dans le monde, c'est 1700 milliards de barils. On en consomme chaque année 30 milliards. Vous faites 1700 divisé par 30 milliards, vous arrivez à 56 ans de réserve. Donc je ne sais pas d'où vient la référence des 150 ans. En ce qui concerne le pic pétrolier, il faut bien différencier les productions conventionnelles de gaz et les productions non conventionnelles, c'est-à-dire les gaz de schiste. Le pic pétrolier conventionnel est à peu près arrivé, donc c'est le pétrole qu'on produisait de façon tout à fait conventionnelle avant que n'arrivent sur le marché les gaz et pétroles de schiste vers les années 2008, 2009, 2010. Le pic conventionnel est passé environ en 2010. Mais comme sont venus se rajouter les gaz et pétroles de schiste, en fait, ça a différé l'âge, ou disons le temps auquel le pic pétrolier va apparaître. Et donc, je crois que l'estimation de l'AIE, donc c'est-à-dire environ 2030, me paraît relativement raisonnable en fonction de la demande. Alors, tout dépend évidemment du prix, puisque suivant le prix, vous pouvez développer des réserves techniques qui sont plus chères, donc vous pouvez remettre sur le marché des réserves supplémentaires et ça peut différer le pic pétrolier. Puisque l'épuisement des réserves de pétrole est un très très vieux problème, puisque dès le début des années 1970, quand j'étais au lycée, on parlait déjà de la fin du pétrole pour l'an 2000. Il y a le fameux club de Rome dont vous avez probablement entendu parler, donc les limites à la croissance, qui parlait de la fin du pétrole dans les années 2000-2005. Alors qu'il y en a toujours, je vous ai dit, pour au moins une cinquantaine, non, il y en a encore au moins pour une cinquantaine d'années. Parce que quand on est passé le pic de production pétrolière, ça ne veut pas dire qu'on a épuisé les réserves. Voilà. Il y en a encore, mais la production commence à diminuer et à se réduire. Bon, donc le problème du pic pétrolier en 2030, je pense, est quelque chose d'assez raisonnable dans la vue que nous pouvons avoir aujourd'hui, mais il pourrait arriver un petit peu plus tard quand même. D'accord. Alors, est-ce qu'aujourd'hui nous sommes capables de fabriquer du biopétrole ou du pétrole synthétique, d'après vous? Alors, oui, tout à fait. On peut d'abord le biopétrole existe, ce qu'on appelle les biocarburants, ce qu'on appelle aujourd'hui le bioéthanol, le E85 que l'on trouve dans toutes les pompes à essence françaises, est fait à partir de canne à sucre essentiellement, peut être fait aussi, si je ne m'abuse, à partir de maïs ou de blé, et donc ça veut dire que oui, on peut transformer assez facilement donc des végétaux, en extraire l'huile ou le sucre et puis transformer ça chimiquement en un produit dont la composition chimique est voisine de celle du SP85 ou bien du diesel. Donc on va plutôt utiliser des sucres pour fabriquer l'éthanol. L'alcool vient du sucre. On ne fait que de la distillation de l'alcool comme on fabrique de l'alcool pour fabriquer de la bière ou le whisky. C'est exactement la même chose. Ou au contraire, on va plutôt extraire l'huile de végétaux. On peut extraire de l'huile d'olive, de l'huile d'arachide, de l'huile de colza, et on va la traiter chimiquement pour plutôt en faire de ce qu'on appelle du biodiesel. Donc ce qu'on appelle les biocarburants, ça se fait depuis longtemps. Les essences synthétiques, ça c'est un petit peu différent. Alors pour fabriquer des essences synthétiques, en fait on peut le faire à partir d'hydrogène et de CO2. Quand vous mélangez de l'hydrogène et du CO2, vous avez le carbone, du CO2 et de l'hydrogène, et le résultat dans la réaction chimique qui est faite à haute température, ça peut être un fuel synthétique, qu'on appelle d'ailleurs aussi des e-fuels, un peu comme les e-télé, etc. C'est du fuel qui est fabriqué de façon synthétique. Et donc, ces fuels sont neutres en carbone parce qu'en fait, quand vous le brûlez, vous émettez du CO2, mais comme vous avez utilisé du CO2 au départ pour le synthétiser, dans le bilan de la réaction chimique, le bilan CO2 est nul. Donc, les e-fuels, ça n'est pas encore très commun parce que c'est très cher. Par contre, les biofuels existent.
Alors les quantités sont relativement limitées. Les biofuels ont deux gros inconvénients. C'est que vous devez cultiver pour produire le végétal dont va être issu le e-fuel. Donc d'un côté, c'est fortement consommateur d'eau, et deuxièmement, c'est fortement consommateur de surfaces cultivables qui pourraient être utilisées à des fins agricoles. Donc il y a une compétition entre les biocarburants et la même culture destinée à l'alimentation, et donc il faut faire très attention à ce que, par exemple, les pays développés n'utilisent pas la nourriture des pays en voie de développement pour fabriquer leur fuel sans émettre, et que les pays en voie de développement aient leur quantité de nourriture réduite. Donc il faut faire très attention à ce que les quantités restent faibles. D'ailleurs, les écologistes en général sont assez opposés aux biocarburants pour cette raison. Pour ces raisons, oui. Alors, une alternative justement à ce pétrole, c'est la voiture électrique, n'est-ce pas? Alors, avec l'augmentation du prix de l'électricité, la voiture électrique n'est plus aussi intéressante financièrement, autant sur le prix d'achat que sur le prix en électricité pour la recharger. Quel regard portez-vous sur cela aujourd'hui et quel avenir pour la voiture électrique? Alors, pour parler de voiture électrique, il faut différencier les courtes distances des longues distances et les faibles puissances des hautes puissances. Donc, les courtes distances, c'est les distances, on va dire, de moins de 150 km par jour, et les longues distances de plus de 150 km par jour. Les faibles puissances, ce sont les voitures. Les fortes puissances, ce sont les véhicules autres que les voitures. Ça peut être les camions, ça peut être les trains, ça peut être les avions, ça peut être les bateaux. L'électricité ne va marcher que pour les faibles puissances et donc les voitures essentiellement, peut-être les utilitaires aussi, on pourrait les mettre sous le même vocable, et les courtes distances. Alors techniquement, il n'y a pas de limitation à ce qu'une voiture électrique fonctionne sur des longues distances. D'ailleurs, ça marche aussi aujourd'hui, mais il y a un problème pratique dans la mesure où le temps de charge est relativement long et donc les distances peuvent être relativement limitées. Alors, je dis toujours comme exemple, imaginez un 1er août où tout le monde veut charger sa voiture en même temps pour arriver le plus rapidement possible sur la Côte d'Azur. Vous faites des petits calculs très simples et vous voyez que c'est pas jouable, ou si c'est jouable, vous passerez la moitié de vos vacances sur le parking de l'autoroute à attendre la prise pour recharger votre voiture. Donc ça paraît pas très jouable. Donc, si on veut vraiment décarboner les transports en utilisant l'électricité, on utilise l'électricité essentiellement en urbain et en périurbain. On recharge la nuit chez soi et on recharge la journée au travail. Ça marche très bien pour des trajets de 100-150 km. Par contre, si vous voulez aller sur les longues distances et les fortes puissances, il faut à ce moment-là passer à un autre vecteur qui est l'hydrogène. L'hydrogène utilisé avec ce qu'on appelle une pile à combustible n'est en fait qu'une voiture électrique parce que le moteur est électrique, mais vous fabriquez avec l'hydrogène votre électricité à l'intérieur de votre voiture. Donc je dirais que c'est un peu une voiture où vous emmenez votre électricité avec vous sous forme d'hydrogène. Évidemment, faire le plein d'hydrogène, c'est comme faire le plein d'essence. Vous éliminez les problèmes de charge et les problèmes de distance. Maintenant, il faut généraliser l'hydrogène. Il y a un problème de distribution qui aujourd'hui n'est pas réalisé. Les pompes à hydrogène coûtent très cher pour diverses raisons, mais je crois donc en l'avenir de la mobilité bas carbone avec des courtes distances, faible puissance à l'électricité et l'hydrogène pour les fortes distances. Et les fortes puissances, vous pouvez faire marcher des trains à l'hydrogène, vous pouvez faire marcher des bateaux à l'hydrogène, des camions à l'hydrogène et même des avions à l'hydrogène. D'ailleurs, Airbus a un projet d'avion à l'hydrogène. Vous pouvez aussi utiliser pour les avions les biocarburants et les fuels synthétiques dont nous avions parlé. Par contre, pour vous donner un exemple, vous voudriez faire voler un avion au solaire. Sur un Airbus A380, il vous faudrait des surfaces d'ailes égales à 90 terrains de football. Donc c'est quelque chose qui ne paraît pas jouable. Donc ce qui veut dire qu'il faut bien cerner les applications et l'électricité ne peut pas s'appliquer partout. Oui, je déplore de ce côté-là la position de l'Union européenne qui veut arrêter les voitures thermiques en 2035 pour faire du tout électrique. Je pense que c'est un très mauvais message vis-à-vis des motoristes. Qu'on devrait concentrer effectivement sur les courtes distances et les faibles puissances et développer l'hydrogène parallèlement. Écoutez, merci, parce que c'est vrai que c'est vraiment très clair. Alors,
On a vu le gaz, le pétrole, un peu d'électricité. Je vous propose maintenant de passer aux énergies renouvelables. Vous indiquez dans certaines de vos publications que le défi de la transition énergétique est de remplacer les énergies de stock. Alors les énergies de stock, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le pétrole, le gaz, le charbon, le nucléaire, par des énergies de flux telles que le vent ou le solaire. Est-ce que ce schéma est viable selon vous et quel serait le bon mix pour la transition énergétique? Alors il faut d'abord bien définir ce que c'est que les énergies de stock et les énergies de flux. En fait, une énergie de stock, ça veut dire une énergie qui peut se stocker et se stockant, elle peut se transporter. Et en fait, l'énergie ne se stocke très mal et se transporte très mal. Elle ne se stocke pas pratiquement, elle ne se transporte pas. Stocker de la chaleur, c'est extrêmement compliqué. Et la transporter, vous pouvez la transporter, mais vous allez la perdre extrêmement rapidement. Donc, alors au contraire, la matière se transporte extrêmement facilement. Et vous avez deux types d'énergie. Vous avez des énergies qui, au départ, sont sous forme de matière et des énergies que vous récupérez directement sous forme d'énergie. Au départ, quand vous parlez du pétrole, d'un litre de pétrole, ce n'est pas un litre d'énergie, c'est un litre de liquide. Du charbon, c'est du solide, le gaz, c'est du gaz, le nucléaire, c'est de l'uranium. Vous pouvez transporter extrêmement facilement un bidon de pétrole du milieu du Sahara, enfin c'est long, mais cela étant, ça se transportera facilement en France. Transporter le soleil du Sahara au milieu de la France, vous avouerez que c'est beaucoup plus compliqué. Donc ce qui veut dire que les énergies de stock, elles ont trois grandes qualités. C'est combien je veux, où je veux et quand je veux. C'est-à-dire que globalement, un litre de pétrole, du moment que j'ai du pétrole à suffisamment de profusion, j'en ai combien je veux. Je l'amène où je veux et je le brûle quand je veux. Les énergies renouvelables, c'est plus moi qui décide, c'est Dame Nature. Ça n'est plus ni quand, ni où, ni combien, c'est Dame Nature qui décide où, quand et combien, parce que je récupère ça sous forme d'énergie. Du soleil nous arrive pratiquement en une demi-heure la consommation d'énergie que nous consommons sur un an. Et le problème, c'est de la récupérer. Et pour la récupérer, c'est compliqué parce que je ne sais jamais combien, c'est pas moi qui décide, je ne sais jamais où, parce que c'est pas moi qui décide où il y a du soleil, où il y a du vent, et je ne sais jamais quand, parce que c'est pas moi qui décide quand il y a du soleil et quand il y a du vent. Et donc c'est ce remplacement des énergies de stock qu'on utilise depuis la révolution industrielle par des énergies de flux qui rend le problème de la transition énergétique extrêmement complexe. Et ça se traduit notamment par un effet d'échelle extrêmement important. C'est-à-dire que comme vous avez une énergie qui est complètement diluée et diffuse dans l'atmosphère, pour pouvoir la récupérer, vous devez multiplier les équipements. Et donc, par exemple, l'équivalent d'un réacteur nucléaire pour produire la même quantité d'électricité sur un an, c'est de l'ordre de 3500 à 4000 éoliennes. Donc vous voyez que vous avez une unité d'un côté et de l'autre 4000, et effectivement, ça veut dire que, ça demande beaucoup de fabrication, et deuxièmement, ça a un impact au sol qui est extrêmement important. Et donc, ce remplacement est réellement un effet d'échelle. Je dis toujours que la transition énergétique n'est pas fondamentalement un problème technologique, c'est fondamentalement un problème de mise à l'échelle. L'exemple que je vous ai donné est typique. Pour faire voler un avion, un Airbus A380 au solaire, il faudrait des surfaces d'ailes pour pouvoir accumuler suffisamment de soleil dans des batteries et faire décoller et rouler l'avion, qui font 90 terrains de football, vous voyez l'effet d'échelle. Oui, mais alors, on ne peut pas non plus avoir des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres d'éoliennes pour avoir toute cette énergie. Ce qui veut dire que c'est pour ça, et c'est un peu le sujet de mon livre L'utopie de la croissance verte, qu'une croissance 100% verte et 100% renouvelable est quelque chose d'impossible. Alors, certains y croient, moi très personnellement je n'y crois pas, ce qui veut dire que par rapport et parallèlement au renouvelable, vous devrez absolument avoir une énergie qui est dite pilotable. Le pilotable, c'est quand je veux, où je veux et combien je veux. Le non pilotable, c'est quand Dame Nature veut, où Dame Nature veut et combien Dame Nature veut. Et donc ça veut dire que globalement, pour en arriver à votre question, quel est le mix idéal ?
on ne pourra pas aller beaucoup au-delà de 30 à 35% de solaire et d'éolien. Vous pouvez rajouter de l'hydroélectricité qui est aussi du renouvelable, mais qui lui est pilotable, parce que je peux démarrer la centrale quand je veux. C'est pas nécessairement où je veux, parce que vous avez besoin de la montagne, ni nécessairement quand je veux, parce que vous avez besoin que la pluie ait rempli votre lac de retenue du barrage. Mais enfin, c'est quand même assez pilotable. Et puis derrière, il vous reste 50% de thermique. Et le thermique, comme vous ne voulez plus de charbon, vous avez deux possibilités, c'est le gaz et le nucléaire. Donc ce qui veut dire que le mix électrique du futur pour moi, c'est 35% de renouvelables, 15% d'hydroélectricité et 50% de thermique partagé entre le gaz et l'électricité. Et entre le gaz et le nucléaire. Et alors, c'est vrai qu'en misant ces dernières années sur le tout renouvelable, l'Europe ne s'est-elle pas trompée ? Et avec les subventions qu'elle perçoit pour cette transition énergétique sur le tout renouvelable, est-ce que ce n'était pas finalement purement financier? Alors, oui, les subventions dans les renouvelables ont beaucoup perturbé le marché de l'électricité, puisque vous ouvrez un marché libre et vous subventionnez une partie, donc ça fausse complètement, vous tordez le marché, ça fait pas l'ombre d'un doute. Mais par contre, la grosse erreur d'avoir poussé, d'avoir donné l'illusion qu'on pourrait arriver à un 100% renouvelable, ce que l'Allemagne a promu, puisque elle le promeut d'ailleurs toujours, c'est le problème du gaz auquel on est arrivé aujourd'hui. C'est-à-dire que globalement, on nous a dit on ne veut plus de charbon, on ne veut plus de nucléaire, on ne veut plus que du renouvelable. Mais comme je vous ai dit que le renouvelable ne peut pas suffire à lui-même, il vous fallait un pilotable derrière. Ce pilotable ne voulant plus ni le charbon ni le nucléaire ne pouvait être que le gaz. Et c'est ce qui a en partie créé la crise gazière. Et cette crise devrait être maintenue dans le futur. Je ne vois pas, compte tenu de la demande de gaz et de la baisse de l'offre, comme je vous l'ai expliqué, par baisse d'investissement, une rupture offre-demande gaz qui baisse et donc des prix qui baissent. Donc pour moi, les prix du gaz et donc ceux de l'électricité devraient rester élevés au cours des prochaines années. D'accord. Alors, une autre énergie, on va parler maintenant, si vous voulez bien, du nucléaire. Oui. Alors, le changement de discours du président de la République au début de cette année illustre le manque de planification et de constance des gouvernements successifs, notamment dans le nucléaire. Alors, je m'explique. En février 2017, le candidat Macron avait déclaré qu'il souhaitait baisser notre dépendance au nucléaire. Et 5 ans après, donc en février 2022, à Belfort, je crois, il indique « Il nous faut reprendre le fil de la grande aventure du nucléaire en France ». Alors, on a eu un revirement à 5 ans près. Alors, pourquoi ce changement de position aujourd'hui avec comme objectif la construction de 14 nouvelles centrales à horizon 2050, sachant qu'a priori, la première sera mise en circulation à peu près en 2035 ? Est-ce que ce n'est pas trop tard et pourquoi ce manque d'investissement durant ces 40 dernières années? Alors, pourquoi ce changement d'orientation? Tout simplement parce que il s'est aperçu mi-2021 que les prix du gaz se mettaient à flamber et il a compris, alors on lui avait peut-être pas expliqué avant, on va lui laisser le bénéfice du doute, il a finalement compris que le 100% renouvelable qu'il avait promu. Elisabeth Borne, qui était dans les années 2018-2019 ministre de la Transition écologique, avait dit que le 100% renouvelable, c'était tout à fait possible. Et elle avait d'ailleurs demandé un scénario à RTE 100% renouvelable. Elle avait dit, c'est pas du tout une lubie, c'est tout à fait possible. On peut reprendre sa phrase pratiquement mot à mot. Donc ça veut dire que l'idée du 100% renouvelable allemand percolait peu à peu chez les politiques français. Et donc, misant sur le 100% renouvelable avec un petit peu de gaz au début, ils se sont dit, aucun problème, on peut commencer à fermer le nucléaire. Alors c'est vrai que le nucléaire représentait en France 75% de la production d'électricité, mais enfin ça nous est bien utile aujourd'hui. Alors je ne vais pas dire la sortie, parce qu'il n'a jamais été question de sortir du nucléaire en France, mais le fait que le nucléaire n'ait pas bonne presse en France ne date pas des années 2018-2019 et d'Emmanuel Macron. C'est apparu dès les années 2000, quand le gouvernement, à l'époque Jospin, et c'était Dominique Voynet qui était ministre de la transition écologique, ou ministre de l'écologie, parce qu'on ne parlait pas encore de transition écologique à l'époque, avait fait à l'époque fermer Superphénix,
qui était le réacteur nucléaire du futur. C'est quand même François Hollande, en 2012, qui, sous la pression des Verts et toujours par calcul électoral, a décidé de fermer Fessenheim et a embrayé sur le fait que le nucléaire français devrait être ramené à 50%. Donc, il y a toujours eu une opposition historique des Verts contre le nucléaire. Alors, on a travaillé, j'explique ça dans mon bouquin en détail, c'est que l'opposition historique du nucléaire des Verts, position historique des Verts au nucléaire, date en fait des années 60 et de la guerre du Vietnam et de la militarisation Union soviétique et États-Unis au niveau du nucléaire. En fait, les Verts n'ont jamais fait la différence entre le nucléaire civil et le nucléaire militaire. Ils ont toujours considéré que le nucléaire civil conduisait au nucléaire militaire. Or, je ne vais pas dire les ancêtres, mais les prédécesseurs des écologistes sont les grands mouvements pacifistes des années 60, notamment anti-guerre du Vietnam. Donc, ce qui veut dire que les écolos ont toujours été anti-nucléaires, et donc de ce côté-là, ils ont toujours monnayé leur participation au gouvernement. D'ailleurs, pas qu'en France, c'est le cas en Belgique, c'est le cas en Allemagne, en négociant une réduction ou bien une sortie du nucléaire. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que lors de son discours d'intronisation à la présidentielle, Yannick Jadot avait fait un discours fondateur à Lyon, et il expliquait que son opposition au nucléaire n'était pas technique, il reconnaissait que le nucléaire était une bonne énergie pour décarboner, mais que l'opposition, elle était à la fois politique et surtout morale. Donc ce qui veut dire que l'opposition des Verts vis-à-vis du nucléaire, elle est véritablement morale. D'ailleurs, c'est Brice Lalonde que je connais très bien, qui expliquait que pour un écologiste, promouvoir le nucléaire reviendrait à un chrétien de renier la Bible, si vous voulez. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une pensée morale anti-nucléaire chez les écologistes. Et donc, pour répondre à votre question, sous la pression des Verts, on a donc progressivement renoncé déjà à construire des nouvelles centrales nucléaires pour aller vers les renouvelables. On a vécu avec nos centrales, mais quand vous vivez avec votre acquis et que vous n'améliorez pas l'outil, que vous ne construisez plus rien, vous finissez par perdre vos compétences, et c'est ce qui est arrivé aujourd'hui. On sait qu'il n'y a plus d'ingénieurs nucléaires ou pas assez d'ingénieurs nucléaires en France, et qu'il y a également une grosse pénurie de soudeurs. Et les soudeurs dans le nucléaire, c'est quelque chose d'absolument fondamental, parce que la soudure est quelque chose de fondamental dans les réacteurs nucléaires. Et tout ce qu'on observe aujourd'hui, ce qu'on appelle notamment la corrosion sous contrainte des réacteurs nucléaires actuels, pour les réparer, il faut des soudeurs. Et là, plusieurs articles sont sortis récemment, qu'on est obligé d'aller les chercher aux États-Unis parce qu'on a une pénurie de soudeurs en France. Et donc, il est absolument indispensable de relancer aujourd'hui à la fois la formation des ingénieurs nucléaires ainsi que des soudeurs, sachant que chez les jeunes générations, il y a une opposition aussi au nucléaire et donc probablement à devenir ingénieur nucléaire. Est-ce qu'aujourd'hui les jeunes générations sont prêts à faire des études d'ingénieur pour devenir non pas ingénieur dans les renouvelables mais ingénieur dans le nucléaire? Je n'en suis pas du tout certain. Alors, pourquoi, d'après vous, les 24... on constate, parce que ça, on l'a vu il n'y a pas longtemps, qu'il y avait 24 centrales nucléaires qui étaient toujours à l'arrêt à ce jour. Je vous ai dit, c'est un manque de maintenance, de maintenance et un manque de personnel et de compétences. L'ancien PDG d'EDF, Lévy, l'avait très bien expliqué lors du MEDEF, lors de l'assemblée du MEDEF cette année. D'ailleurs, la ministre Pannier-Runacher était à côté de lui, était complètement liquéfiée quand il s'est exprimé, puisqu'il a dit, c'est pas compliqué, vous m'avez demandé d'embaucher des gens pour fermer des centrales, et non pas pour en construire, et non pas pour en maintenir. Donc aujourd'hui, j'ai essentiellement des compétences pour fermer des centrales, et non pas pour les entretenir ou en construire de nouvelles. Donc effectivement, j'ai du mal à avoir du personnel pour les réparer, d'où les problèmes d'arrêt de centrales actuels à l'approche de l'hiver. Alors, espérons que malgré tout, comme c'est promis, la majorité de nos centrales seront opérationnelles début 2023. Écoutez, on l'espère.
Alors, la dernière question, Philippe Charlez, question sur les projets en cours et notamment le programme ITER. Alors, il y a quelques jours, la Russie a envoyé vers la France un des 6 aimants géants prévus pour mettre en œuvre le programme ITER et qui traite tout ce qui est fusion nucléaire. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce programme? Oui. Alors, tout d'abord, pour nos téléspectateurs, c'est quoi la fusion nucléaire? Donc aujourd'hui, le nucléaire, c'est essentiellement ce qu'on appelle de la fission. Donc qu'est-ce que c'est que la fission? C'est qu'on va casser un très gros atome, qui est l'atome d'uranium, et l'atome d'uranium, en se cassant, va dégager de la chaleur, et on va utiliser cette chaleur pour fabriquer de l'électricité dans un processus tout à fait classique. Vous avez une deuxième possibilité, c'est ce qu'on appelle la fusion. Et là, au lieu de casser un gros atome en 2 parties, vous allez fusionner 2 petits atomes, c'est-à-dire issus de l'hydrogène notamment, pour aussi dégager suffisamment de chaleur. Le problème, c'est que la fusion de ces 2 atomes nécessite de les rapprocher extrêmement près, et puis tout le monde sait que quand on rapproche 2 atomes très près, les charges électriques se repoussent, et elles se repoussent de façon pratiquement infinie avec la distance. Et pour pouvoir les rapprocher suffisamment près, il faut que les atomes, il faut qu'on appelle de l'agitation thermique, c'est-à-dire que les atomes aillent à des vitesses phénoménales, et pour ça, il faut monter à des températures absolument énormes. Alors, c'est ce qui se passe exactement dans le Soleil. Le Soleil, la lumière que le Soleil nous envoie, c'est de la fusion nucléaire, et si vous allez au centre du Soleil, cette fusion a lieu à 15 millions de degrés. Donc ça veut dire qu'ITER veut essayer de reproduire exactement ce qui se passe à l'intérieur du Soleil, et pour ça il faut monter à des températures encore supérieures, parce que ça dépend aussi de la densité d'hydrogène que vous avez. Vous ne pouvez pas reproduire la densité présente dans le Soleil, et la densité que vous arrivez à reproduire sur Terre étant nettement inférieure à celle du Soleil, vous devez monter encore à des températures supérieures de l'ordre de 150 millions de degrés. Alors ça peut se faire avec des champs magnétiques absolument considérables, mais c'est un projet qui évidemment est titanesque, si j'ose dire, sachant que donc je vous ai dit, il faut énormément de magnétisme, mais par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'après avoir fusionné, il n'y a pas de déchets. Vous produisez de l'hélium qui est tout à fait inerte et qui n'est pas radioactif, alors que quand vous avez fait de la fission, il y a de la radioactivité. Alors c'est ce qui se passe, et c'est ce qu'on essaye de faire donc à Cadarache, dans le sud de la France, où le projet ITER a été installé. Ce projet ITER, comme vous le dites, regroupe effectivement les grands pays du monde, l'Union européenne, les États-Unis, la Corée, le Japon, la Chine et la Russie. Et chacun amène des éléments différents, participe non pas financièrement, mais participe en fabriquant lui-même les éléments nécessaires au projet. Alors ITER ne peut pas être intégré, ou disons la fusion nucléaire, parce qu'il y a d'autres petits projets parallèlement à ITER qui essayent un petit peu de faire la même chose, ne peuvent pas être intégrés dans le mix 2050, parce que ça sera pas prêt en 2050, mais je terminerai sur une note positive en disant que si la fusion nucléaire marchait, ça sortirait pratiquement l'humanité de sa geôle énergétique, parce que je voulais dire en conclusion qu'on présente souvent l'énergie comme un mal absolu aujourd'hui parce que responsable du dérèglement climatique. Il ne faut quand même pas oublier que c'est grâce à l'énergie qu'a eu lieu la révolution industrielle, et que tout le développement humain, qui est quand même relativement appréciable aujourd'hui, provient aussi de l'énergie. L'énergie n'est rien d'autre que l'aliment de la croissance économique et donc l'aliment du développement humain. Eh bien écoutez, c'est une très belle conclusion, et merci du temps que vous nous avez accordé et de toutes vos réponses qui ont été très claires, et j'espère que ça aura pu en éclairer un certain nombre des personnes qui ont pu nous suivre pendant cette interview. Alors au-delà des ouvrages que vous avez écrits et de celui qui va sortir au mois de janvier 2023 donc, vous avez également, pour les personnes qui vous ont découvert aujourd'hui et qui ont envie de vous suivre et de suivre votre travail, vous avez également une chaîne YouTube où vous faites des petites vidéos qui sont je trouve, très, très claires aussi. Alors, vous pouvez peut-être nous en parler? Oui, donc c'est une chaîne qui s'appelle, donc c'est www.youtube.com/Energy Challenge, en un mot avec Y à énergie. Donc c'est une chaîne où d'un côté je publie des petites vidéos pédagogiques qui durent de 5 à 7 minutes,
et qui illustre soit des sujets d'actualité, soit des vidéos qui sont vraiment pédagogiques, scientifiques. On peut aussi y trouver les nombreux interviews que j'ai eues dans les médias, à la fois radio ou télévisés, ou bien même certaines conférences que je fais dans certaines associations, ou même pour certains partis politiques. Voilà. Merci Philippe Charlez. Ben, merci à vous en tout cas de m'avoir invité. Merci à tous de nous avoir suivis, j'espère que cette interview vous a plu. Je vous rappelle que vous pouvez vous procurer le dernier ouvrage de Philippe Charlez, L'Utopie de la croissance verte, aux éditions Jacques-Marie Lafon, et que vous pouvez également le suivre sur sa chaîne YouTube Energy Challenge. L'occasion aussi pour nous de vous rappeler que nous sommes un média indépendant et que vous pouvez soutenir notre travail et nous aider à développer nos projets en contribuant financièrement en fonction de vos moyens sur notre cagnotte Tipeee. Merci!